Amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de 11 Afrique, une émission consacrée au football africain. Comme vous le savez, vous êtes maintenant des habitués. Et pour cette émission, j'ai encore une fois aujourd'hui un invité de marque à vous présenter. Il sera avec moi toute l'émission, mais avant ceci, l'homme qu'on ne présente plus, mon acolyte, Zahir. Bonjour Zahir, comment tu vas? Ça va bien? Merci, ça va très bien et toi? Toujours en forme? Toujours, on va parler de foot africain. Comment tu veux ne pas être en forme? On est content de parler de football africain. Est-ce qu'on présente tout de suite... C'est la CAN dans quelques heures, donc là on est excité. On est super excité, tu veux dire. Est-ce qu'on présente tout de suite notre invité? Allez, pas de suspense. Voilà, d'habitude on prend des anciens joueurs de foot et des personnalités. Aujourd'hui, c'est une personnalité, une personne que tout le monde connaît. Il va aujourd'hui porter haut les couleurs du Maroc. Je suis en présence de mon ami que je suis ravi d'avoir avec nous, Younes Depardieu. Bonjour. Bonjour, et ancien joueur de foot aussi. En plus de ça. Merci de m'accueillir ici. Très content d'être là. Mais c'est un honneur pour moi, Younes. Tu as amplement ta place ici parce que tu es un fan de foot. Je te connais depuis très longtemps. Tu es très pertinent. C'est pas ta première émission en plus de football. Donc tu vas nous apporter certainement des éléments très très pertinents. Messieurs, dames, avant de commencer, vraiment rentrer dans le vif du sujet des équipes, tout ça, tout le monde veut savoir un petit peu, peut-être les pronostics, les bons, le mauvais de toute cette CAN. On va parler des chiffres. Voilà, on a certains chiffres à vous communiquer, certains que vous connaissez certainement, mais il est bon quand même de les rappeler. On a une CAN nouveau format depuis quelques années, et quand on retourne un petit peu dans l'histoire, Zahir, c'est vrai que on part quand même de loin, comme toutes les compétitions, j'ai envie de te dire. Mais là, on part en 1957, on avait trois équipes simplement. À la CAN, on est passé de 3 à 8. À 8, à 12, à 16, et puis à 24. 24, c'est récent, c'était en 2019 seulement, c'était la CAN en Égypte. Et c'était vraiment un nouveau modèle. On va dire que la CAF s'était un peu calquée sur ce qu'a fait l'Euro, en basculant aussi à 24. Ça permet d'avoir plus de représentants, plus de variété aussi dans le football. Donc c'est une bonne chose aussi pour l'Afrique, pour la mettre en évidence. Bah, bien évidemment, on a plus de matchs du coup, plus de rencontres, voilà, plus de spectacles, plus de surprises. Potentiellement, normalement, on devrait avoir plus de surprises. La CAN est connue de toute façon pour offrir des surprises. Ça, on a toujours été gâtés sur ça, que à l'époque déjà de la CAN à 8 sélections, ça arrivait déjà. Mais maintenant à 24 avec des outsiders, des équipes qui parfois disputent leur première compétition, donc c'est des équipes un peu inconnues. Les sélectionneurs, bon, ils travaillent tous évidemment, mais parfois on les connaît un peu moins, on a un peu moins d'images à se mettre sous la dent pour les décortiquer. Et ben ça permet d'avoir des sensations un peu différentes et de créer de la nouveauté. Tout à fait, on découvre de nouvelles nations du coup, parce qu'avant c'est vrai qu'on était habitué à ce peut-être top 8, top 10, ça se jouait entre 10, 12 nations, et maintenant c'est élargi. Donc il y a des nations qu'on arrive à voir, Younes, lors des CAN aujourd'hui qu'on voyait peut-être pas avant et qu'on découvre en plus. Bon, regarde la dernière CAN, le Cap-Vert, le Madagascar. C'était les grosses surprises. Mais après, au final, ça reste... Voilà, les Comores. Mais après, en ce moment, ça va pas trop. Mais ouais, c'est vrai que la dernière CAN, c'était pas mal. Mais après, ça reste toujours les mêmes équipes qui gagnent. C'est comme la Ligue des Champions. T'as toujours 4-5 équipes qui sortent du lot. Et ben, ça va être le cas, là. Ouais, moi, je pense. On va en parler de ça. Mais aussi les conséquences de tout cela, c'est aussi les conséquences économiques, parce que il faut pas oublier que chaque compétition aujourd'hui, les équipes, il y a quand même un but lucratif derrière, donc aussi bien pour les diffuseurs que pour les fédérations. Et là, quand on regarde les chiffres, Zahir, on était en 2000 sur une prime pour le vainqueur de $500 000. En quelle année? En 2000. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Et en 23 ans, donc en 2023, le vainqueur a empoché $7 millions. C'est énorme. Ça montre un peu aussi l'importance prise par la CAN, on va dire au niveau continental, mais mondial. C'est devenu une compète majeure. Nous qui sommes en France, je pense qu'on l'a tous perçu, on l'a tous vécu. À la fin des années 90, au début des années 2000, on était une poignée à suivre la CAN. Oui, déjà, elle n'était pas trop diffusée. C'était diffusé sur Eurosport. Sur Eurosport, exactement. Eurosport, pas en français. Non, Eurosport 2, anglais. Anglais ou allemand, voilà. Donc, il fallait, c'était compliqué de voir les matchs. Et en fait, on va dire qu'il y a eu un palier qui a été franchi déjà au début des années 2010, avec la diffusion sur beIN Sport, qui a vraiment diffusé l'intégralité de la rencontre. Les gens savaient regarder les matchs.
Et il y a un engouement qui s'est créé encore ces 5-6 dernières années avec déjà la CAN des quartiers, tout ce que ça a pu impliquer en termes d'envie. Enfin, les gens on le disait, ils sont ravis, ils sont excités à l'idée d'avoir la CAN. Et pour moi, cette CAN 2025, elle est encore mieux dans le sens où son positionnement est parfait. C'est au moment des vacances scolaires ici. C'est un moment où il y a quand même moins de foot, à part la Première Ligue, évidemment. Et la Coupe de France. Et la Coupe de France. Ouais, mais la Coupe de France, non. Ça se termine ce week-end. Ah, c'est ce week-end. Et puis la CAN commence. Donc, bon, on est quand même bien loti par rapport à ça en termes de timing. Et du coup, ça fait de l'audience. Ça fait des revenus en plus. Ça fait des recettes guichets, marketing. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Et la CAF a su bonifier ça, même si elle doit, pour moi, encore franchir d'autres paliers. D'ailleurs, là, ça part déjà de 300 millions de recettes déjà, alors que ça n'a même pas commencé au Maroc. Je sais pas si t'as vu ce chiffre. Alors, écoutez. Avec 800, je crois, il y a 900 000 billets vendus déjà. Alors, écoutez, si vous voulez des chiffres rapidement comme ça, parce que après les chiffres, voilà, on leur fait l'histoire, mais là, c'est quand même factuel. À la CAN 2023, record absolu d'audience, on a 2 milliards de téléspectateurs. Cumulé. C'est énorme. Sur la CAN. Je crois que c'est la 4e compétition mondiale. Alors là, après la Coupe du Monde, les JO. Alors là où c'est ultra intéressant dans ces chiffres-là, c'est que ça a été diffusé dans 180 pays quand même. énorme. On est vraiment sur un événement mondial. Non mais les gars, on a tendance à oublier qu'il y a des têtes de gondole. Hein. Tu vois, quand tu vois les Hakimi, les Mahrez, tous ces joueurs-là, les Sadio Mané, les Salah, les gars, c'est des vrais stars. C'est des stars internationales. C'est pas des joueurs de pacotille, tu vois. Et tout à l'heure, vous parliez donc des diffuseurs. Aujourd'hui, on est sur les diffuseurs majeurs des compétitions sportives. Pour nous en citer quelques-uns, on est sur la BBC, du Canal+, du beIN Sport, Sky. Voilà. T'as même, j'ai vu en Angleterre, pour la première fois, ils vont diffuser de la Coupe d'Afrique. Ils avaient jamais diffusé dans leur chaîne Coupe d'Afrique. Donc maintenant, t'as même des pays européens qui s'y mettent. Donc c'est la mode. C'est vraiment bien. Et puis j'ai envie de te dire, quand t'es amoureux de foot africain, t'es d'origine africaine par exemple, il y a une forme de logique. Mais quand t'es supporter de Liverpool, t'as peut-être envie de voir aussi s'il y a un match de Mohamed Salah qui joue. Si t'es supporter, je sais pas moi, du PSG, que t'es pas d'origine marocaine, mais t'as peut-être quand même envie de voir Achraf Hakimi ce qu'il donne. Non, enfin, c'est bon. Il y a une forme de logique dans ça. Et pour moi, c'est des joueurs qui ont atteint une telle envergure que forcément on a envie de les suivre. Eh ben messieurs, les réseaux sociaux. Parce que c'est aussi l'actualité. Enfin, on est dans un monde digital. Connecté. Voilà, connecté. En réseaux sociaux, on est sur 2,2 milliards de vues en vidéo, 3,6 milliards de vues sur TikTok. C'est des vrais chiffres, ça? Bah ça, c'est des vrais chiffres. C'est pas moi qui les ai sortis. Non, mais c'est la carte. Non, mais c'est incroyable. Parce que quand on découvre ces chiffres-là, on a tendance souvent à un peu aller dénigrer peut-être ce qui peut se passer en Afrique et peut-être sous-estimer aussi l'impact que ça peut avoir. Et c'est vrai que la CAN à un moment donné, on va pas se cacher, au milieu des années 2000 parfois, voilà, on disait bon c'est une compétition, elle est là, les gens veulent la regarder, oui non. Là quand on voit les chiffres sur la dernière CAN, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et donc ce qui nous amène à dire que cette nouvelle CAN là, cette édition qui arrive au Maroc, et je me tourne vers toi, Younes, cette CAN avant même d'avoir commencé, elle se veut déjà exceptionnelle. Ouais. Mais déjà en fait, ce qui est bien, c'est que déjà la Côte d'Ivoire, ils ont mis la barre très haute. Parce que la CAN en Côte d'Ivoire, elle était c'est à l'heure actuelle la meilleure CAN de l'histoire. Moi, c'était limite une des meilleures, même au niveau de l'orga, de la ferveur, toutes les équipes, le retournement de situation avec la Côte d'Ivoire qui était pratiquement éliminée. Il fallait que le Maroc gagne. Au final, le Maroc gagne. Après, la Côte d'Ivoire se qualifie, va au bout, et le Maroc est éliminé. Donc la CAN, tous les ingrédients étaient réunis pour que ça soit une très bonne CAN. Mais là, c'est vrai que là, le Maroc, ils ont mis beaucoup de moyens. Comme tu as dit, que ça soit au niveau des infrastructures, de l'organisation, des droits télé, il y a vraiment une grosse serveur, et si tout se déroule bien, je pense que ça peut être une des meilleures CAN, voire la meilleure CAN de l'histoire. Alors, avant de passer au groupe et aux équipes nationales, je vais donner quelques chiffres encore une fois et on aura fini. T'adores les chiffres, Adlène. Ah, j'adore les chiffres. Mais toi, j'ai senti que t'es un mec du chiffre. Je sais compter. Voilà, exactement. Je sais compter au moins jusqu'à 10. Mais regarde pourquoi elle est exceptionnelle, cette CAN Younes. Parce qu'on a 6 villes engagées et 9 stades. Ok? Jusque là, ça va. Mais, en termes de logistique, on a une révolution qui est en train de se faire en Afrique. En termes de logistique, on a, pour la première fois dans l'histoire de la CAN, 24 camps de base permanents. Ça veut dire que chaque équipe
à son camp de base. Pour cette CAN. C'est un détail très important parce que comme tu as dit, ils seront dans des vraies conditions. Tu vois, par exemple, moi j'ai regardé le Sénégal, ils jouent à Tanger. Leur camp de base, il est à Tanger. J'ai vu leur hôtel, même leur centre d'entrée. C'est incroyable. Et ça, c'est pour chaque équipe. Et comme tu as dit, moi je savais pas que c'était la première fois que ça arrivait. C'est la première fois. Alors écoute, c'est pas que, il y a pas que ça. C'est aussi la première fois dans l'histoire de la CAN que toutes les nations seront logées dans des hôtels 5 étoiles. Ça aussi, ça a son importance. C'était jamais arrivé avant? Jamais. Même Jamais. en Afrique du Sud? Jamais. Jamais. Tu peux aller voir dans les... Non, mais c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Nous, on a regardé un peu, ne serait-ce que pas jusqu'à l'Afrique du Sud, qui est un peu lointaine, mais là, jusque même au Cameroun, on a vu les hôtels de certaines nations. C'était moyen. Au Cameroun, c'était très moyen. Très, très moyen. Ouais. Et donc là, c'est la première fois. Et d'ailleurs, il y a aussi je sais pas si c'est le cas ou pas. Est-ce que c'est la première fois? Parce que il y a Rabat. Il y aura 4 stades. 4 stades à Rabat, ouais. Je sais pas si c'est la première fois en Coupe d'Afrique dans la même ville. Ça, les 4 fois, ça c'est sûr que c'est la première fois. Ouais. Parce que déjà, le nombre de stades, c'est récent parce que c'est avec la CAN à 24. Mais maintenant, en dehors du Maroc ou de quelques autres pays, ça va être compliqué d'organiser une CAN à 24 tout seul. Hein. Ah oui, clairement. Moi, je pense que il y a des pays, on voit sur les prochaines éditions, elles ont été réparties, dispatchées sur 3 pays, par exemple, pour pouvoir accueillir. Parce que ça demande beaucoup de stades de grande taille, ça demande beaucoup d'infrastructures, beaucoup de camps de base, beaucoup d'hôtels 5 étoiles. Alors, en fait, il y a 4-5 pays qui est c'est ça. Mais sont capables de faire faire tout seul. Il y a le Maroc, il y a l'Algérie, il y a l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Sénégal. Mais pourquoi, il faut, pour étayer un petit peu les propos, pourquoi ça se veut exceptionnel et pourquoi je reste persuadé et convaincu que c'est une très bonne chose pour qu'on ait au moins une belle CAN, au moins en termes de logistique, donner les moyens, c'est que là, chaque équipe a un camp dédié, il y a beaucoup de stades, donc on limite les déplacements. Ouais. Donc on limite les déplacements, on accumule moins de fatigue, et donc on a potentiellement des matchs normalement qui vont être, enfin en tout cas, tout est réuni pour que les équipes nationales n'aient absolument aucune excuse extra terrain pour dire oui. On va penser qu'au football. Exactement. On va penser qu'au football. Tout a été fait, centralisé. Et donc là, j'en viens à dire que là, au Maroc pour cette CAN, on est sur des standards de Coupe du Monde. Et le Maroc, on le rappelle, qui co-organisera la Coupe du Monde en 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Donc c'est un super test en fait pour le Maroc. Et ça me vient à vous poser la question, messieurs, du coup pour la transition, Younes, est-ce qu'avec tout ce qu'on vient de dire là, en y ajoutant les performances du Maroc en Coupe du Monde, demi-finaliste, vainqueur des U20, question qui fâche. Et là ils sont en demi-finale, il y a la Coupe arabe aussi. Et les féminines. D'ailleurs, je peux faire une petite parenthèse, ça ne dérange pas. Vous êtes d'origine algérienne, les gars. Ouais. On vous attend en demi-finale. Bah non, mais là, moi j'avais préparé mon lundi 15h30 Maroc-Algérie. On l'a tous préparé. On a. Écoute, ça sera peut-être pour la CAN. Ben j'espère du fond. Ça sera peut-être pour la CAN. Ça serait beau. Et donc du coup, est-ce que ça met pas une pression supplémentaire à notre équipe du Maroc là, qui va entamer cette CAN avec beaucoup de pression au final? La pression va être. En fait, ça va être de la bonne pression, mais la pression va être énorme. On sait très bien qu'en Afrique, j'ai l'impression qu'en Afrique, le football, il est différent parce que c'est plus que du foot. Tu vois ce que je veux dire, il y a une grande ferveur et les Marocains, ils attendent juste un truc. Ils attendent la victoire. Ça veut dire que tu peux aller même en finale, perdre, c'est échec total. Le Marocain veut gagner là. Ça va faire 50 ans, on l'a pas gagné, 76. Depuis 76. 76. Donc, non, je pense qu'on fait partie des favoris, mais il y a quand même 3, 4, voire 5 équipes qui sont potentiels favoris dans cette CAN. Zahir, je me retourne vers toi. Younes nous dit que on en avait parlé un petit peu sur des émissions précédentes. On a l'impression que cette équipe du Maroc n'a d'autre choix que de pas gagner d'alternative. cette CAN. Bah, t'as dit Younes, je pense souvent. Non, c'est pas. Tu penses pas. Tu penses bien. Il est souvent là-bas. Tous les Marocains attendent la victoire, que ce soit à l'étranger, la diaspora ou au Maroc. Ils ont mis des petits plats dans les grands. Ils ont fait des grands stades. Ils organisent une compétition où tout le monde sait que ça va se passer, que ça va être grandiose. Ils ont une génération en or, un sélectionneur qui leur a permis d'atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Ils ont fait le meilleur résultat de l'histoire pour une équipe africaine. T'as la CAN chez toi, t'es dans ton pic générationnel.
tu peux pas attendre autre chose que la victoire à la CAN. Ça me paraît un peu compliqué de dire oui, le Maroc, s'ils font une demi, c'est pas mal. Dans les faits, oui, dans les faits, je pense que une demi-finale serait un minimum, un moindre mal. Mais techniquement, c'est inacceptable. C'est pas audible ce que je suis en train de dire. Même demi-finale, même je te dis ça. Le peuple veut une victoire. Il pardonnerait pas à ces joueurs qui. Mais est-ce que du coup, Younes, c'est pas un handicap, ça? Ouais, ça peut être après, ça dépend comment ils vont la prendre, la pression. Mais je pense qu'ils vont être dans leur cocon, moi. Ils vont être dans leur bulle. À part les jours de match mais hors match, ils vont être dans le, je crois, ils sont au centre d'entraînement du Marmora à Rabat. Donc ils vont être coupés du monde. Faut pas que s'ils commencent un peu à côtoyer la population, la pression va être ça va être compliqué. Tu le perçois jusque sur certains petits détails. Moi, je trouve que j'ai été étonné quand Hakimi s'est blessé. Les Marocains, ils étaient au bord des larmes. En fait, ils ont pris ça presque à titre personnel. Là, il y a Igaman qui s'est blessé, qui est réserviste dans la liste. Il va jouer. Qui va probablement jouer. Je pense qu'ils vont jouer. Voilà. Mais les Marocains étaient très inquiets. Il y avait une espèce de... C'est comme si en 2019, l'Algérie perdait Mahrez, ou il y a quelques années, le Sénégal perdait Mané, tu vois, un mois avant. Ça, c'est catastrophe nationale. Et en plus, tu vois la faute comment elle est bête. Il gagne 2-0 le Bayern, c'était en Ligue des Champions. C'est ça. Le gars, le cisaille, il coupe la jambe. Tu vois, donc on rappelle quand même, messieurs, je vous rappelle quand même le groupe du Maroc. Maroc, Mali, Zambie, Comores. Groupe relevé. Très facile. Relevé. Zambie, c'est une très bonne équipe. Mali, ça reste le Mali. Comores, ils ont créé quelques surprises. Donc, en fait, moi, je pense, vous allez peut-être me prendre pour un fou. Pour moi, la Coupe d'Afrique, c'est aussi dur, voire plus dur que la Coupe du Monde. Je sais pas si les gens seront d'accord avec moi, mais ça va être très compliqué. Parce que c'est le genre de match où, j'ai n'importe quoi, t'arrives en quart, vas-y, même en huitième ou en demi, tu vas tomber contre une équipe, tu vas les sous-estimer, tu vas aller 0-0, tu vas aller au tir au but, tu perds au tir au but. Et ça nous est arrivé combien de fois, le Maroc? On avait perdu contre le Bénin, on a été éliminé la dernière fois par l'Afrique du Sud, alors que tout le monde nous voyait favori. Il y a pas là, l'avantage, c'est qu'on sera chez nous. On sera à domicile, il y aura tout un peuple avec nous, mais c'est pas facile, hein. On a un groupe équilibré, homogène, ouais. Ce groupe A, avec en plus des équipes qui ont pas grand chose à perdre, notamment les Comores. Ils font Ils ont tous déjà fait des choses. Les Comores, on sait que sur ces dernières années, ils ont quand même vachement développé leur football autour de leurs binationaux, de leurs sélectionneurs. Ils ont réussi à faire quelques petits coups. La Zambie, pas oublier que la Zambie avec Hervé Renard 2012 championne d'Afrique, c'est une grande sélection africaine. Championne d'Afrique. Et ils étaient dans le groupe du Maroc là récemment, dans des qualifs. Et je les avais trouvés très décevants. Ils ont un petit creux générationnel, mais ça reste la Zambie, une équipe qui joue en transition, qui est rapide, etc. Donc elle peut t'embêter. Et puis le Mali, ils ont un bel effectif, hein. Ils ont des beaux joueurs. Le Mali, ils ont toujours eu des... Voilà, c'est juste un peu compliqué au niveau de la Fédé, dans l'ensemble et de la sélection, dans l'encadrement de la sélection. Mais en termes de joueurs, ils ont du matériel et honnêtement, il n'y a pas d'équipe facile dans le Maroc. Ça va être des bons matchs. Ouais. Ça devrait être normalement des bons matchs. Toutes les conditions sont réunies. Faut sous-estimer aucune équipe. Exactement. Tu parlais de la Zambie. Zahir, on va faire une petite parenthèse. La plupart des pays qualifiés, on en a déjà parlé dans les éditions précédentes. On va en reparler bien évidemment. Mais là, il y a eu quelques faits marquants, notamment des changements de sélectionneurs. On en a parlé un petit peu en début d'émission, avant l'émission, pardon. Et là, on a des changements de sélectionneurs, notamment Angola, Zimbabwe, Tanzanie, Zambie, Cameroun. Est-ce que pour toi, ça peut être un électrochoc ou au contraire, ça peut casser un élan dynamique? Généralement, quand on change, c'est que la dynamique est pas terrible, mais pas toujours. Hein, pas toujours. Justement, l'histoire l'a prouvé. J'ai le meilleur exemple, c'est l'exemple du Maroc en 2022, qui vire Vaïd Ali Lodzik. 4 mois avant la Coupe du Monde, qui intronise Walid Regragui. Tout le monde a dit que le président de la Fédé était fou. Beaucoup de voix se sont élevées pour dire que c'était une erreur, etc. Dans les faits, au moment où tu vois cette prise de décision, honnêtement, c'est dur de penser le contraire, parce que Vaïd, c'est quand même un coach qui a réussi au plus haut niveau. Il qualifie l'équipe à la Coupe du Monde et finalement, il la dispute pas. Mais est-ce que ça n'a pas été le meilleur choix d'avoir Regragui à la Coupe du Monde? Est-ce que tu aurais fait
On réécrit pas l'histoire, on sait pas. Tu rappelles Ziyech et Mazraoui après ça, tu vois. Deux éléments, tu vois, Mazraoui, important. Gros joueur, Ziyech qui te fait une Coupe du Monde, qui est limite un des meilleurs Marocains de la Coupe du Monde. Donc non, c'est vrai que c'est dur pour Vaïd. Mais au moment où tu prends la décision, qu'est-ce que tu te dis? Ah, c'est compliqué. C'est courageux. C'est courageux, c'est compliqué. Moi, je le connais un peu, Walid. Je le connais un peu à Walid, et je vais même vous raconter une petite anecdote, les gars. Une petite anecdote. On est parti bruncher, c'était à Casablanca, un truc qui s'appelle le Marly, et il venait de gagner la Ligue des Champions avec le Wydad. Je sais pas si vous vous rappelez, la Ligue des Champions africaine. Et on parlait, je lui disais, alors tu vas être coach du Maroc et tout. Et il me dit, ouais, si on me propose, forcément, je vais accepter. Et je dis, si tu fais la Coupe du Monde, j'ai objectif 8e. Il me dit quoi? Il me dit non, je vais aller au bout. Dans ma tête, je dis, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? On est d'accord, t'as la Belgique, t'as la Croatie, t'as le Canada. Si t'arrives déjà sortir de la poule, c'est déjà pas mal. Faut être lucide. Tu sors de cette poule, déjà, c'est exploit. Mais lui, dans sa tête, il se dit, si je la joue, c'est pour aller au bout. Mais, tu vois, au moment où il me dit ça, je lui dis, mais, tu vois, viens, on va déjà au 8e de, et franchement, respect ce qu'il a fait. Voilà. Donc, et c'est un complexe qu'on a beaucoup, les Africains, oui, tu vois. Exactement. Bon, ça rappelle un peu Belmadi, quand il est sur le plateau de Canal, qui dit, alors les objectifs, il dit, moi, je fais j'ai l'impression que c'est un peu la même façon de penser. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes, même sur l'opinion publique, ça. C'est la même chose, parce qu'au bout d'un moment, on le comparait beaucoup à Belmadi. On se disait, il se belmadise. Je sais pas si tu l'as entendu, ça. Alors que son rapport avec la presse, son rapport avec le public, là, beaucoup de gens, bon, ils font un sans faute. Voilà, globalement, je donnais cet exemple-là de Regragui. C'est un grand entraîneur, un grand sélectionneur. Moi, j'aime beaucoup son management, tout ce qu'il a fait, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas de règles préétablies. Globalement, moi, je suis plutôt favorable à la stabilité, etc. Mais ponctuellement, sur certains cas, quand tu vois que c'est très bloqué, que c'est compliqué, le changement d'entraîneur peut permettre de dérouler quelque chose de nouveau. Zahir, le Cameroun. Le Cameroun, c'est un cas à part. C'est un cas singulier en Afrique. C'est déjà pas un cas à part, c'est une exception absolue. Voilà, c'est singulier parce que c'est quand même une sélection où il y a deux directions, en fait. Il y a deux têtes pensantes. Tu vas avoir Samuel Eto'o, le ministre, donc, qui nomme quelqu'un, qui le renvoie. On a deux listes de 20, mais de 27 là. Mais du coup c'est l'autre liste qui est prise ou du coup on verra. On est un petit peu on sait pas. Nos amis camerounais qui nous regardent, mettez en commentaire si vous pouvez, donnez-nous le dénouement de tout ça parce qu'au final, sincèrement, je pourrais pas te répondre, Younes, c'est une Moi ce qui m'inquiète pour le Cameroun, c'est une très très grande sélection africaine. On a parlé du Maroc qui a fait demi-finale. Le Cameroun, c'est aussi l'équipe qui a permis au football africain de se démarquer, de se décomplexer, de passer le premier tour. Et là, ce qui est en train de se passer, je pense qu'au bout d'un moment, il peut y avoir, la FIFA peut considérer que c'est de l'ingérence entre le ministère et la fédération. C'est de l'ingérence. Et c'est de l'ingérence et exclure purement et simplement, il y a des sélections qui ont été exclues pour moins que ça. Exactement. Donc, il faudrait qu'ils remettent un peu d'ordre. Il me semble. L'Iran, il y a eu à une époque, je crois, le Kenya, le Nigeria. Enfin, il y a eu beaucoup de sélections qui ont été. Parce qu'en fait, même politiquement, là-bas, le pays, je sais que c'est instable. C'est instable, c'est compliqué. Mais là, ils avaient pas besoin de ça. Déjà, tu vois, le Cameroun en ce moment, c'est pas la meilleure génération. C'est ça. Mais ils ont besoin d'union. Voilà, si tu rajoutes, c'est une des plus grandes nations d'Afrique avec l'Égypte. Bien sûr. On va pas se mentir. Le Cameroun, c'est réputé mondialement. C'est un canne, le Cameroun. Et c'est d'autant plus malheureux que le président de la fédération camerounaise, c'est quand même la légende. Après. Trop de. C'est la légende camerounaise autoproclamée. Après, on va pas rentrer dans les anciens Roger Mila. Ou pas, mais quoi qu'on en dise, il est parfois pas aimé par certains Camerounais qui le critiquent, etc. Nonobstant son travail de président de Fédé, c'est un grand nom, Samuel Eto'o. C'est un grand joueur, un grand monsieur, un homme très intelligent. Donc après, il faut qu'on trouve une espèce d'alliage avec le ministère, etc. pour travailler dans de bonnes conditions. Ils ont besoin de sérénité. Younes, je me tourne vers toi. On va passer maintenant, j'aimerais savoir ton avis sur les potentiels favoris. Si je te demandais 4 pays hors Maroc. Le Maroc, je pense que le Maroc fait l'unanimité. Je pense qu'ils font l'unanimité. Admettons. Parce qu'ils ont pas le choix. Voilà. Admettons, pour X raisons, le Maroc ne finit pas champion. Donne-moi 4 noms, 4 pays que tu verrais bien gagner cette CAN. Logique. Déjà, je vais dire parce que c'est le gagnant.
Même si c'est pas la meilleure équipe, je vais mettre la Côte d'Ivoire parce que c'est le dernier gagnant de... Côte d'Ivoire, je note, La Côte d'Ivoire, dernier gagnant de la Coupe d'Afrique. Pour moi, plus gros favori, et je les mettrais même plus gros favori que le Maroc, c'est le Sénégal. Sénégal, j'ai mis quoi? J'ai mis Côte d'Ivoire. Sénégal. Côte d'Ivoire, Sénégal, l'Égypte. Égypte. Parce que ça reste quand même... Et juste derrière, j'hésite entre deux pays. Allez, dis-moi. Tunisie. Ou Algérie. Voilà. On a donc, pour toi, tes 4 favoris derrière le Maroc. Zahir? Eh ben, moi, je vais pas Ah, si par contre tu copies pas, tu pas les mêmes. j'ai envie de copier un peu, tu vois. Je donne le Sénégal aussi. Sénégal. Le sport original, c'est effectif costaud. Vainqueur de l'édition juste avant, pas celle de la Côte d'Ivoire, mais juste avant. Ils sont très réguliers, ils ont été en Coupe du Monde, donc pour moi c'est indiscutable. Ensuite, je donnerai l'Égypte aussi. L'Égypte, ça reste à maturité, ça reste un mastodonte africain. L'Égypte, ça reste. Je donnerai pas la Côte d'Ivoire. Pas parce qu'ils sont pas forts, ouais. Ils sont très forts, mais il y a cet effet-là vainqueur où en Afrique, à part l'Égypte, les équipes ont du mal à garder la CAN. Donc je sais pas, j'ai un petit doute. Moi, je mettrai un outsider, le Nigeria. Nigeria. Et quoi, j'en ai oublié un outsider, mais bon. Attends, j'arrive. Grand absent de la Coupe du Monde, voilà, mais qui, pour moi, en termes d'effectifs, et ils sont jamais aussi bons que quand tu les attends pas. Et puis après, je donnerai l'Algérie en 4e équipe. Parce que les conditions seront agréables et positives. Alors, messieurs, vous avez en commun, vous avez Sénégal, Égypte, et Algérie. On va les mettre de côté, on en parle après. Maintenant, je vais vous demander les potentielles surprises. S'il y avait une équipe qu'on n'attend pas forcément, mais qui ira au moins dans le carré final. Moi, je l'ai, moi. Allez. Je l'ai aussi, je pense qu'on a la même. Allez, dis-moi. Franchement, si on a la même, ça commence par quoi? R. Hein? R. Nigeria? Le mec, il est nul. Vas-y. Allez. Moi, j'aurais dit Cap-Vert. Le Cap-Vert. Ah, c'est pas la même, alors. Et toi, RDC, j'imagine. RDC. Et bah, tu vois, j'hésitais entre les deux. Ouais. Entre Cap-Vert et RDC. Parce que RDC, les gars, c'est costaud. C'est pas costaud. On en a parlé on les a joués, même déjà il y a 2 ans, on les a joués. C'était on a fait, je crois, on avait fait 0-0 ou 1-1. On avait fait match nul avec mais c'était très serré, ouais. Même franchement, là, les deux équipes là, ce Cap-Vert aussi. C'était à la CAN. Attention à ces deux équipes là. Alors attention, messieurs, on va reparler, de l'Algérie et, donc de l'Égypte et du Sénégal. Mais surtout, Younes, peut-être que tu l'as oublié. Zahir, toi, je pense que tu l'as dans un coin de ta tête. Mais si je vous redonne les groupes, est-ce que vous êtes sûr qu'on va pouvoir jouir lors de cette CAN de cette équipe du Cap-Vert? C'est quoi le groupe? Le groupe du Cap-Vert? Ouais. Vas-y, dis-moi. Je te redonne le groupe A. Maroc, Mali, Zambie, Comores. Allez. Groupe B, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. J'arrive. Groupe C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Groupe D, Sénégal, RDC, Bénin, Botswana. Groupe E, Algérie, Burkina, Guinée équatoriale, Soudan. Groupe F, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Pas qualifié le Cap-Vert. C'est la Coupe du Monde. Oui. Et c'est bien là, la subtilité de cette CAN. Et on en parlait dans les émissions précédentes. Et là, je vois bien. Coupe-le en montage. Mais non, je vois bien ceux qui nous regardent sur YouTube. Je croyais qu'ils étaient qualifiés. Mais bien évidemment, tu croyais comme beaucoup de gens. Comme le Ghana. Mais comme le Ghana. Non, le Ghana, je sais que, mais Cap-Vert, j'étais persuadé qui. Je peux t'assurer que là, les gens qui nous regardent sont en train de se dire, mais ces mecs-là, de quoi ils parlent, ils savent pas que ceci, mais ils ont pas, on le sait. Parce qu'on a l'habitude de ces choses. Et justement, c'est là la subtilité. Et c'est pour ça que je vous ai demandé vos favoris. Tu nous as piégés. Je vous ai piégé quelque part. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que dans l'inconscient collectif. Toi aussi, tu croyais aussi? Et crois-moi. Non. Younes. Moi, je te dis RDCR. Je te dis R. Non, mais tu croyais que le Cap-Vert était qualifié? Non, moi, je savais qu'ils étaient à la Coupe du Monde. Voilà, la Coupe du Monde, oui. Crois-moi, Younes, que tu es très très loin d'être le seul. Ça, c'est incroyable. À penser que le Cap-Vert. Grosse bourde. Non, c'est pas grosse bourde. Non, ça fait, bah écoute, comme quoi, même les spécialistes. C'est bien. Bien évidemment. Mais, écoute, on fait un sondage dans l'inconscient collectif. Le Cap-Vert a fait tellement bonne impression lors des éliminations de la Coupe du Monde. Et nous, on en avait parlé sur une émission précédente. C'est justement, ça fait partie des paradoxes. Exactement. Cap-Vert, Ghana.
ce qui est ouf, c'est qu'ils ont réussi à se qualifier en Coupe du Monde. Exactement. Exactement. C'est ouf, ça. Et on a ces équipes comme ça qui sont très paradoxales sur 2 qualifications parallèles, Cannes, Coupe du Monde, qui ont été très bonnes dans l'une, mais pas dans l'autre. Et pas dans l'autre. Et le Cap-Vert en fait partie. Donc nos amis capverdiens, on aurait adoré vous voir au Maroc. Et on est désolé de cette absence, mais en tout cas, on vous supportera lors de la Coupe du Monde. On revient donc à vos 3 favoris, messieurs, communs. Sénégal, grosse nation du football. Elle a gagné pas l'édition précédente, mais celle d'avant. C'était sa première CAN. 2021, c'est ça? Exactement. Ouais, donc c'est en janvier 2020. Exactement. Pareil, dans l'inconscient collectif, on pense que le Sénégal a enchaîné les trophées et au final, pas du tout. Exactement. Donc sa première CAN quand même, c'était il y a 4 ans. Et là, ils reviennent au Maroc. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une belle CAN. Le Sénégal, pourquoi en quelques mots, Younes? Sénégal, Sénégal, voilà, depuis quelques années, c'est une des plus grosses nations. Comme tu as dit, ils ont gagné la Coupe d'Afrique il y a 3-4 ans. Grosse génération. Même au niveau des jeunes, ils gagnent souvent les Coupes d'Afrique. Je crois il y a une année, ils avaient tout gagné. C'était quelle année? C'était en 2022. 2022, ouais. 2022. C'est l'année de ils ont tout gagné. Avec les moins de 23, les 10, ils ont tout gagné. Et ils ont un truc qui est pas mal aussi. C'est que maintenant, les binationaux choisissent plus facilement le Sénégal. Donc ça veut dire tu regardes le petit Mbaye. Ouais. Petit Mbaye du PSG. Tout le monde pensait qu'il allait choisir la France. Au final, je crois même qu'il avait le choix entre la France, le Sénégal et le Maroc. Et le Maroc. Ouais, parce que je crois que sa mère est marocaine. Et au final, il a choisi le Sénégal. Et c'est bien, très bon choix. Eh ben, écoute, Zahir, je me tourne vers toi maintenant parce que je rappelle le groupe du Sénégal. Sénégal, RDC, Bénin, Botswana. On a quand même là-dessus 3 équipes qui ont fait très très bonne figure dernièrement dans les qualifs Coupe du Monde, à part le Bénin, accident 4-0 le dernier match, mais bon. Ils étaient premiers pendant toute la campagne. Exactement. Le Sénégal, pourquoi? Les mêmes raisons. Pareil que lui. Les mêmes raisons. C'est une belle équipe. Est-ce qu'il y a grand chose à rajouter sur le Sénégal? C'est beau. Grosse génération, beaucoup de jeunes talents, beaucoup de stars déjà confirmées. Est-ce que c'est pas une nation à qui on reproche justement? Ils ont changé d'entraîneur, ils ont enclenché une nouvelle dynamique avec Papio, donc très bonne dynamique avec Papio d'ailleurs. Très bon entraîneur. Ouais, très bon entraîneur. Très bon. Ils ont des bons coachs. C'est là que tu vois qu'en Afrique, parce que pendant des années, on prenait beaucoup d'entraîneurs étrangers. Il y a eu des bons des Hervé Renard, il y a eu des bons entraîneurs étrangers. Mais moi, je trouve ça bien qu'ils fassent confiance aux gens du pays. Ah, de plus en plus, hein. Beaucoup de nations, bien sûr. Je trouve ça très bien. Nous, au Maroc, pareil, on a mis du temps. Tu regardes, par exemple, le Cameroun, Song, c'est vrai son passage, il n'était pas incroyable, mais moi, je le regardais sur le long terme. Au lieu de prendre ce qu'a fait le Sénégal avec Aliou Cissé, hein. Aliou Cissé, c'est pour ça, il y avait Aliou Cissé. Belmadi. Ouais. Un bon compromis. L'année où Belmadi, tu vois. Là, on a Emers Faé avec le Côte d'Ivoire. Non, on a des générations. En plus, aujourd'hui, on en parlait aussi, on a quand même des sélectionneurs aujourd'hui de certaines, sélections qui ont une diaspora. C'est simple, les 3 dernières CAN ont été remportées par les entraîneurs du pays en question. Voilà. Algérie en 2019, Belmadi. En 2022, Aliou Cissé. 2024, Emers Faé avec la Côte d'Ivoire. Et là où c'est intéressant, en fait, là, le point que je veux dire, c'est que au-delà du fait que ce soit des sélectionneurs originaires de la sélection qu'ils entraînent, c'est en plus de ça, ils ont cette richesse de comprendre les binationaux. Ils comprennent et les locaux, ils ont la double culture entre les joueurs locaux qu'ils ont côtoyés lorsqu'ils étaient joueurs en équipe nationale et potentiellement les attentes aussi et la mentalité un peu différente de la diaspora, donc des binationaux qui arrivent dans ces sélections-là. Tu regardes actuellement, l'Algérie. Petkovic, il est décrit en ce moment. Tu vois, par rapport à certains choix, la manière de jouer, il fait pas confiance aux jeunes. Moi, je pense que la suite logique, ça sera Bouguera. Moi, un mec comme Bouguera, il a été capitaine de la sélection. Oui. Il a joué avec l'Algérie, il a la mentalité, il connaît les 2 mentalités, que ça soit européenne, algérienne, il a les codes, il a géré l'Algérie, c'est quoi les A-primes, c'est ça? Les A-primes. Donc tout est réuni. Pour moi, c'est la suite logique. Si tu fais pas confiance à des gens comme ça, tu vas prendre des gens de je sais pas d'où. Parce que c'est des pays, si t'as pas les codes, c'est très compliqué. Ah ouais. Faut les avoir, tu vois. Donc, Sénégal, Zahir, l'Égypte. Un peu pour les mêmes raisons que le Sénégal, c'est l'expérience déjà. Est-ce que l'Égypte,
ça serait pas la nation qui déçoit jamais ou très rarement. Ouais, c'est ce que j'avais qualifié un peu la Tunisie, mais avec pas forcément des résultats extravagants, mais je disais que la Tunisie n'obtenait toujours ce que son potentiel lui laissait présager, et rarement en dessous. L'Égypte, c'est arrivé qu'elle déçoive, mais globalement, elle est quand même souvent au rendez-vous, elle est quand même souvent dure à jouer. L'Égypte, les adversaires n'aiment pas la jouer. En plus, et que ce soit les équipes maghrébines ou les équipes d'Afrique subsaharienne, personne n'aime croiser l'Égypte parce que c'est beaucoup d'expérience. Ça s'est truqué quand il faut, ça s'est cassé le rythme du match, ils sont très ça forts, s'est parlé à l'arbitre, ça s'est rentré dans la tête du gardien, ça s'est rentré dans la tête du défenseur, ça s'est optimisé les coups de pied arrêtés. Donc l'Égypte, je pense qu'ils seront là et ils ont ce petit condensé de stars avec Marmouche, avec Salah. Avec alors je rappelle que pour cette CAN, il y aura donc 52 matchs, que le meilleur troisième aussi sera qualifié. Mais il y a 4 meilleurs troisièmes. Et donc pourquoi je parle de ça? Parce que dans ce groupe B de l'Égypte, on a quand même Afrique du Sud, Zimbabwe, deux footballs qui se ressemblent un petit peu, et l'Angola. L'Angola qui pourrait être aussi la belle surprise. C'est une nation dont on parle peu. Ouais, c'est pas facile, hein. Ça va pas être facile. C'est un autre style. C'est un autre style, exactement. Lusophone, avec un jeu rapide, on passe. Ça ressemble un peu au Cap-Vert. Un peu Cap-Vert, Mozambique. Qui n'est pas qualifié. Qui n'est pas qualifié, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, c'est de Pardieu qui me l'a appris. Voilà. Exactement. Non, mais si je peux rajouter un point par rapport à ça, on a parlé de nos outsiders. Eh ben, moi, j'ai hésité entre la RDC et pour ne rien vous cacher, l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, pour moi, c'est une équipe méconnue, qui gagnerait à être connue en termes de jeu, en termes de philosophie, de ce qu'ils veulent mettre en place. C'est une équipe magnifique. Ça joue. Et je crois même que c'est l'équipe en Afrique qui joue le mieux. Je suis d'accord. Qui fait le bien, mais qui se connaissent. Bien sûr. Parce que tous les joueurs, il y a 9 joueurs qui jouent. Voilà, ils jouent dans la même équipe, ils se connaissent pas, ils se voient toute l'année. Je connais tout le bien que je pense de cette sélection. Et d'ailleurs, le Mamelodi Sundowns, on en avait parlé à la Coupe du Monde des clubs, ils avaient développé un jeu chatoyant incroyable. C'était je donne, je me déplace, je redemande, je passe dans l'espace. Enfin, c'était. Afrique du Sud. Ah ouais, donc ils ont des belles années. Là, ils commencent à arriver à maturité. Attention, très bien équipé sur eux. Équipe à surveiller. L'Égypte, donc tu nous disais, Younes. Je te donne la main sur l'Égypte aussi. Tous les 2 ans, ils font partie. T'es obligé de les mettre dans les favoris. C'est l'équipe qui a gagné le plus de coupes d'Afrique. Et ils ont un peu la même chose que l'Afrique du Sud, c'est que la plupart des joueurs, ils jouent. Bon, après t'as des Salah, t'as des Marmouche, des Mustafa Mohamed qui jouent en Europe, mais la plupart ils jouent Al Ahly, Zamalek, t'en as du Pyramide. Donc ils connaissent le jeu africain, la Ligue des Champions africaine. Ils se déplacent dans ces pays-là. Donc ils ont cette expérience, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils ont plus de facilité que nous. On a eu ces problèmes par exemple au Maroc. Même les Algériens c'était pareil. C'est qu'on avait beaucoup d'Européens, de binationaux. Donc on n'avait pas quand t'allais jouer en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou dans un autre pays, c'était compliqué. C'est très compliqué parce que c'est pas les mêmes terrains, même si les terrains c'est les mêmes pour tout le monde. Le climat c'est pas le même, l'humidité c'est pas le même. Mais il y a tout qui change. Tu passes d'un endroit où le temps n'est pas le même en Europe qu'en Afrique. Même si je dis que tout le monde est loti à la même enseigne. Mais c'est l'Égypte, ils ont ce truc, ils ont cette facilité avec cette Coupe d'Afrique, quoi. Ouais. Et messieurs, donc l'Algérie, vous avez dit en commun aussi, Younes, l'Algérie, pourquoi? L'Algérie, t'es obligé de les mettre dedans aussi, l'Algérie. Moi, je pense, après ça n'engage que moi, je pense que l'Algérie, offensivement, je pense que c'est la meilleure équipe d'Afrique, actuellement. Parce que on est d'accord que c'est une équipe qui met entre 3 et 4 buts par match. Les derniers matchs, là, c'était quoi? Contre l'Éthiopie, Somalie? Ouais, ils avaient marqué pas mal de buts. Ouais, pas mal de buts. Donc, offensivement, c'est très costaud. Le seul bémol que je peux dire pour l'Algérie, c'est défensivement. Défensivement, il y a peut-être ce problème de gardien. Donc, est-ce que Lucas Zidane va être titulaire? Est-ce que ça va être le deuxième, c'est les pressentis comme titulaire. Titulaire, tu vois. On a Gendouzi qui s'est blessé. Voilà, tu vois. Voilà. Donc c'est le seul. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce que Aïssa Mandi, Ben Sebaini, c'est Ait Nouri aussi? Ouais. Si tu regardes sur le papier, défensivement, c'est pas mal. Très costaud. Ouais. C'est costaud, mais tu sens qu'il y a quelques lacunes, tu vois. S'ils arrivent à régler ce problème de défense et avec le gardien derrière, ça va être costaud. Zahir? Je pense que ça va être. Bon, il a un peu décrit le truc. C'est une équipe qui a été un peu déséquilibrée pendant les éliminatoires. En fait, au-delà d'être même déséquilibrée, c'est que
elle est en danger sur le peu qu'elle concède. C'est ce qui est un peu inquiétant dans le cas de l'Algérie, c'est qu'elle concède pas beaucoup d'occasions dans les matchs. Elle est très critiquée pour sa défense, mais sur un match, tu vas avoir peut-être 3 occasions en 90 minutes. Mais par contre, il va encaisser 2 buts. Et là, c'est un peu problématique. C'est que t'as un gardien qui va pas spécialement faire d'arrêt, qui va pas être décisif, et t'as une défense qui, sans concéder beaucoup d'occasions, va montrer beaucoup de fébrilité, de peur. Donc ça, c'est une thématique sur laquelle va devoir travailler Petković. Mais je le rappelle à chaque fois, la défense n'est pas l'apanage que des défenseurs ou du gardien. S'il y a du gruyère et des espaces, c'est aussi parce que le milieu de terrain est pas bien équilibré, parce que les joueurs de côté, les offensifs ne font pas forcément les efforts, donc c'est un problème global. En plus, c'est pas mal, excuse-moi, il y a le retour de Benasser. Benasser, il a été sélectionné. Ce retour, c'est pas mal. Tu vois, t'as besoin de joueurs d'expérience comme ça, même si pour moi, bon, et ça fait un peu polémique là-bas, j'ai entendu, moi, je pense qu'il aurait dû prendre Bentaleb. Un Bentaleb, c'est pas le Bentaleb d'il y a quelques années, mais je pense que t'as besoin de joueurs d'expérience comme ça. Toi, faut la jeunesse et un peu l'expérience. Messieurs, vous nous avez cité donc 3 nations qui jouent bien au football. On a parlé des conditions extraordinaires, exceptionnelles qu'auront en plus les joueurs, notamment en termes de climat. Normalement, ça devrait. Clément, ouais. Ça devrait être c'est une vingtaine de degrés. Voilà, donc parfait pour jouer au foot. Les terrains. Parfait pour jouer au foot. Vous avez cité des nations qui sont joueuses, donc a priori, on va vous suivre les amis. Moi j'ai noté, hein. Donc je vais vous. Ah, il y aura un après Cannes. Ah, je vais. Voilà, exactement. Alors messieurs, maintenant qu'on a parlé des équipes, vous allez me donner pour vous les joueurs qui auront le plus la pression. Alors notamment peut-être dans les grosses nations. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça où vous vous dites ce joueur-là, moi je pense à un joueur en particulier. Bah moi aussi je pense à un joueur, mais pas le joueur que tu penses. Alors peut-être pas. En tout cas moi je vais vous dire à qui je pense. Notamment vous parlez de l'Égypte. Mohamed Salah. Mohamed Salah. Je suis d'accord. Mohamed Salah. Il lui manque que ça. Qui est un petit peu en deçà avec Liverpool en début de saison, qui sort d'une énorme saison avec Liverpool. On le critique un petit peu en Égypte parce qu'on a l'impression qu'il a pas le même rendement avec l'équipe nationale, même si les chiffres disent le contraire. Mais comme ça va pas au bout, voilà, il y a cette petite tache noire. Au-delà de Mohamed Salah, si vous êtes d'accord sur lui. Moi, je peux t'en donner. Bien évidemment, c'est le but. Moi, je veux des noms. Il y en a presque un par sélection. T'as Mohamed Salah en Égypte. T'as Achraf Hakimi au Maroc. Pression maximale. Riyad Mahrez en équipe d'Algérie, j'en parle même pas. Il est attendu au tournant. Victor Osimhen avec le Nigeria, il a pas réussi à la qualifier pour la Coupe du Monde. Autant dire que là, il va être très, 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 très attendu. Paradoxalement, je trouve qu'il y a un peu moins de pression sur les joueurs ivoiriens parce que c'est plutôt un collectif. Et ils sortent d'une victoire, donc ça va à peu près. Et Sadio Mané au Sénégal aussi, pression maximale sur Sadio Mané et voir Edouard Mendy, le gardien, voilà. Quoique, un Riyad Mahrez, moi je trouve pas qu'il y a de la pression. Je peux te dire qu'il y a de la pression. Oui, je sais, parce que là-bas, je sais qu'en ce moment, ils sont en train de le tuer. Mais lui, il a gagné. Salah, il a pas gagné de CAN. Hakimi, il a pas gagné de CAN. Je me mets à la place et Salah, c'est encore pire, parce que Salah, il fait partie d'une équipe, c'est l'Égypte, où ils ont l'habitude de gagner. Et ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans qu'il est en sélection. Ouais. Ça fait quoi? Plus de 10 ans. Plus de 10 piges, il est en sélection, il a pas pris une CAN. Et, tu vois, Mahrez, il peut se dire, j'ai pris une CAN, même si, comme t'as dit, faut que je pense que ça va être sa dernière CAN, faut que sa sortie, elle soit bien. Il va faire la dernière CAN et Coupe du Monde, tu vois. Donc, Messieurs, on a parlé des joueurs qui auront le plus la pression. Sur ces joueurs-là, est-ce que vous pensez, vous là, maintenant, qu'il y en a, que justement ça va être très compliqué pour cette CAN, sur les joueurs que vous avez cités, ou d'autres? Dans quel sens? Bah dans le sens où justement... Sportivement? Bah ouais, sportivement. Il y a plein de facteurs. Il y a Achraf, on sait pas juste dans quel état de forme il sera avec sa blessure. C'est un peu on n'est pas sûr de le voir à son top niveau. Moi, j'espère qu'il sera à son top parce que ce serait dommage de pas l'avoir à son top. C'est exceptionnel. Le seul avantage qu'on a, c'est qu'il y a au-delà d'être pour le Maroc, Achraf, quand tu le regardes, c'est incroyable. Un joueur, il impressionne. Il est au milieu de terrain. C'est un vrai joueur. Il est en train de te révolutionner le poste et tout. Donc, t'as envie de le voir à son prime. Après, je pense que pour Mahrez, ça risque d'être dur. Parce que l'exigence de la Coupe d'Afrique demande beaucoup d'efforts physiques. Est-ce qu'il sera capable de les faire? Je sais pas. Est-ce qu'il est toujours capable de les faire là? Voilà, après, principalement, je vois... Là, il est obligé de tout donner, là. Parce que sa dernière CAN, là. Sur les joueurs que vous avez cités, il y en a qui font partie d'une sélection
où on mettra potentiellement plus en question, on remettra plus en question le coach que le leader présumé de l'équipe, notamment le Maroc. Ah, le Maroc, je pense que Hakimi, il a quand même une certaine immunité de par ce qu'il donne déjà avec le Maroc et aussi le fait qu'il revienne de blessure. Il est quand même Ballon d'Or africain, il revient de blessure. Je pense que les gens vont être quand même un petit peu indulgents. Alors lui, il aura certes la pression parce que bien évidemment, on attend énormément d'un joueur comme Hakimi sur une CAN encore plus à domicile. Mais bon, on sait qu'il vient un petit peu, il revient de blessure, on sait pas l'état de forme qu'il aura. Par contre, son coach, lui, pour le coup, il a attendu vraiment au tournant et c'est pas le seul. Je pense que Riyad Mahrez, on dira dans la continuité en cas d'échec que Mahrez, personne l'attendait à un super niveau parce que ça fait quelques temps qu'il est un petit peu en dessous. Par contre, Petkovic, tout le monde le fracassera. Ça c'est. Même je pense que les deux. Hein. Même si demain tu t'es éliminé en huitième, en quart l'Algérie. Même Mahrez, il va prendre. Ah oui, il va prendre très cher. Hein. Lui, de toute manière, de toute façon, Mahrez, là, ça fait un moment que, tu vois, il prend très cher, il prend très cher. Et ça serait beau qu'il fasse, en fait, ce serait beau que tous les grands joueurs soient au rendez-vous. Ouais, ça serait bien. Même pour la CAN. Ça serait magnifique. Bien évidemment, pour tous les grands joueurs, là, les Mané, les Hakimi, les Mahrez, les Salah, tous ces joueurs, tu vois, ça serait beau pour le football africain. Moi, j'ai une question à vous poser, messieurs, parce que depuis tout à l'heure, on a parlé des grosses nations quand même. On a parlé l'Égypte, Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, Maroc, Algérie, Tunisie, le Mali. Alors, le grand oublié, le Mali, on en parle souvent en émission. Moi, j'ai une admiration spéciale pour ces joueurs maliens. Les joueurs ils ont des individualités. Franchement, ils ont toujours eu des bons joueurs. Énorme individualité cette nation du Mali, mais on a toujours du mal. Et d'ailleurs, vous voyez, on en parle, ça fait presque une heure qu'on discute. On n'a pas cité une seule fois le Mali. On a cité 6-7 pays. C'est quoi le problème? Bon, Zahir, je connais un peu ta position là-dessus. On en parle souvent. J'en ai parlé rapidement. Voilà. Mais Younes, c'est quoi le problème du Mali? Je sais pas c'est quoi le blocage. J'en ai aucune idée. Pourtant, comme tu as dit, les individualités sont là. Il y a toujours eu des bons joueurs. Il y a toujours eu des bons joueurs au Mali. Mais moi, je pense qu'ils ont ce blocage. Je vais un peu comparer ça au PSG avec la Ligue des Champions. Tant qu'ils l'ont pas gagné, il y avait ce truc on n'arrive pas à la gagner. Je pense que le jour où ils vont gagner cette CAN, il y aura un déblocage. Parce qu'ils ont gagné aucune CAN, c'est ça? Non, ça. Aucune CAN, aucune. Ça ressemble un peu au Sénégal. Ils avaient un peu le même blocage. Voilà, ils ont ce blocage dont on la gagnera jamais. Mais t'as des vrais joueurs de foot. Le Mali, c'est une terre de football, tu vois. Bien sûr. Donc le Mali qui est dans le groupe. Toi, tu penses c'est dû à quoi le? Non, moi je pense qu'il y a une partie, il y a ça, il y a le blocage psychologique. Pour moi, ça explique pour moitié ce qui va pas. Et puis après, il y a le facteur un peu l'instabilité autour de la fédération et tout. Pour parler avec des Maliens proches un peu de la sélection, c'est compliqué. L'environnement est très compliqué. L'environnement de travail n'est pas propice. Enfin, c'est pas propice au travail. Donc les joueurs, ils sont forcément pénalisés par ça. Ouais. Messieurs, on a parlé des joueurs qui auront la pression et des leaders techniques de ces équipes. Maintenant, on va essayer de parler. J'aimerais savoir, vous, vos révélations. Les révélations pour quel joueur, avec un S ou pas d'ailleurs, vous pensez que peut être la belle surprise de cette CAN? Quel joueur de quelle nation? Est-ce qu'il y a un jeune ou même un appelé de dernière minute? Pas forcément sur un jeune, mais est-ce qu'il y a comme ça des noms là en voyant les listes qui ont circulé, un rescapé, un rappelé de dernière minute, un petit jeune que personne n'attend, des jeunes en éclosion. Allez Younes, j'en ai quelques-uns. Je vais commencer par le Maroc déjà. Bah oui, c'est ce que tu maîtrises le plus. Je pense que ça peut être l'éclosion de un joueur comme Saïd Barry du PSV Eindhoven. Très très bon joueur de foot, vraiment très très fort. Et je pense qu'il lui manque ce petit truc. Et je pense qu'avec le Maroc, il peut faire une très bonne CAN. T'as l'Algérie, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, là, le petit Maza. Petit Maza, il peut faire partie des révélations de la CAN. Et j'en avais un troisième, attends, c'était qui le troisième? J'en avais un troisième, je l'ai oublié. Eh ben, écoute, je reviens vers toi une fois que Zahir m'aura donné ses noms, il va peut-être t'inspirer. Moi, je peux, en équipe du Maroc, moi, j'aime beaucoup El Khanous. El Khanous aussi, le meneur de jeu de Stuttgart. C'est un joueur élégant, il a un beau toucher de balle, il a vraiment des qualités techniques que j'aime beaucoup, en plus d'être un garçon bien élevé, etc.
En Algérie, je donnerais un peu Boulbina. Je sais pas le temps de jeu qu'il va avoir, mais c'est un appelé de dernière minute. Il a jamais été sélectionné. Il a brillé un peu à la Coupe arabe. Oui, Coupe arabe. Il a des qualités franchement intrinsèques pas mal. Donc c'est un ailier. Un ailier, ouais. Un ailier attaquant. Voilà. Attaquant, ouais. Et voilà, déjà ça fait 2 joueurs, ça permet c'est 2 mecs à suivre quoi. Allez, ce joueur à suivre, donc on a dit Maza, Boulbina, Al-Khanous et Saïbari, il a dit. Bon, après je sais pas si ça va faire réchauffer ou pas, mais Lamine Camara. Lamine Camara, ouais, j'ai pensé aussi. Lamine Camara. Il monte en puissance. Ah, Lamine Camara, même s'il nous a fait du mal à Chevalier là, mais Lamine Camara, très très bon joueur. Beaucoup de volume. C'est un joueur aussi que je peux mettre dedans. Ouais. Et toi, t'aurais qui toi? Oh, moi le petit Ibo Maza, ouais. Le petit Ibo Maza, s'il a du temps de jeu. S'il a du temps de jeu, bien évidemment, tout dépendra de jeu. S'il a du temps de jeu, mais oui. Ah, j'en ai oublié un, les gars. J'en ai oublié un. Ça peut être une révélation. Bon, je veux pas dire Amoura, parce qu'Amoura, on est d'accord que c'est confirmé. Mais le petit Ajmoussa. S'il joue. C'est vrai, le petit Ajmoussa. Les gars, ce qu'il fait avec Feyenoord, s'il joue, ça peut être pas mal du tout. Mais le problème, c'est qu'il joue au même poste que Mahrez. Ah, mais t'es obligé pareil, t'as le petit Kebal. Tu vois, c'est des bons joueurs de foot. Tu fais pas jouer des joueurs comme ça, je fais pas. Ouais, après, bon, ça c'est... Il y a 11 joueurs sur le terrain. Voilà. Je sais, mais bon, t'es obligé c'est des joueurs qui peuvent, ils ont leur mot à dire, donc, je pense. Messieurs, est-ce que vous pensez rapidement que cette Coupe d'Afrique va battre le record de buts inscrits? Bonne question. J'espère. Est-ce que les équipes ont les cartouches? C'est quoi le record? Alors, je pourrais même pas te dire. C'est un bon ça. Ouais. Dites-nous en commentaire. Ouais, dites-nous en commentaire tiens, elle est là, toi, ta petite caméra, regarde, là, c'est juste en face. Alors, dites-nous en commentaire et mettez un pouce bleu. Mais, non, mais au-delà ça peut, au niveau quand des on joueurs, voit les joueurs, l'armada, parce que là. Quoi faire. J'ai bon espoir parce que je me dis que les conditions seront bien, les pelouses seront bien, donc les joueurs seront à leur maximal. Donc, ouais, j'ai envie d'y croire. Ouais. J'espère juste qu'ils vont jouer, ils vont pas mettre le bus derrière. Toi, comme ce qu'ils ont fait les Comores, tu vois, les Comores, ça jouait, pourtant c'était pas les favoris, ça jouait, ça marquait des buts. J'espère que le jeu, tu vois, il y aura du beau jeu. Bon, il y a des nations qui sont là, qui ont pas grand chose à perdre, ah oui, qui ont tout intérêt. Ouais, mais jouent le jeu à fond. Exactement, qui ont tout intérêt à montrer leur meilleur côté. Et je pense qu'on aura, moi je suis persuadé qu'on aura énormément de buts. Et surtout, ta cote peut monter pendant cette CAN. Tu peux être un joueur lambda, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde, tous les recruteurs, tous les gros clubs regardent la Coupe d'Afrique. Alors tu vois, ça fait une super transition et on va finir en plus là-dessus. Alors exactement là-dessus sur cette question de CAN, est-ce que ça serait pas le parfait tournoi justement pour s'exposer? On en avait parlé pour la Coupe du Monde des clubs aussi, pour certaines équipes africaines. Il y a certains joueurs, on sait très bien que la CAN peut être un tremplin pour eux. Est-ce que vous pensez que cette CAN au Maroc, qui aura quand même pas mal de joueurs locaux au final, j'ai regardé les listes, pas toutes les nations, mais il y a quand même des joueurs qui évoluent dans le continent africain. Est-ce que ça peut être un tremplin réellement? Bah, c'est comme t'as dit, tout à l'heure tu l'as dit toi-même, il y a 2 milliards de personnes qui ont regardé la dernière CAN. Donc je pense que tous les gros clubs, même tous les clubs, vont regarder cette CAN. Et je pense que c'est le moment pour même des joueurs lambda, des joueurs inconnus, de se montrer. Tu vois, je crois que c'est une des plus belles vitrines qu'on peut avoir en Afrique. Hein. Tu vois. D'accord, avec ça, Zahir? Ouais, bien sûr. La CAN, c'est une vitrine, c'est un tremplin. C'est un vrai tremplin. C'est une compétition respectée, quoi qu'on en dise. Donc, zéro doute là-dessus. Et a fortiori pour les plus petites sélections qui jouent vraiment leur va-tout sur cette période-là. T'as rien à perdre. Tu vois, demain, t'es le Botswana ou t'as rien à perdre. T'as tout à gagner. Ah, bah, c'est clair que là, la Tanzanie, c'est des équipes qui ont besoin de ça pour briller, pour exister. Et messieurs, pour terminer cette émission, je vais vous poser une question. Il va falloir qu'on se mouille chacun, là. Les clubs européens respectent-ils vraiment cette CAN? Du moins les clubs européens ou la FIFA? La FIFA, club européen. Déjà la FIFA, non. Il manque de respect. Tu t'autorises les joueurs à partir d'aujourd'hui, là, à aller dans leur pays. Normalement, c'était le 5, toi, c'est un manque de, on n'est pas considéré.
pas un mot de la CAF, là, que, je sais pas, Motsepe, je sais pas s'il a dit quelque chose par rapport à ça, non? Pas grand chose à dire. Non, il n'a pas, tu vois. Pas grand chose. Il n'a jamais été respecté. Là, on commence à être un peu plus respecté, déjà. En Coupe du Monde, on a 9 équipes. Il y a quoi? Encore il y a quelques années, c'était quoi? 4, 5, 3? Ouais, c'est ça, 5. 5, tu vois, 4 pour 50 pays. Ouais. C'est quoi? 10%? Non, c'est un manque de respect. Et malheureusement, les équipes européennes, il y a toujours ce truc avec les joueurs africains. Là, j'ai vu je sais pas si vous avez vu une interview de El Khanous. Il était à Leicester et il a signé à Stuttgart. Et il expliquait qu'en fait, il y avait 3-4 clubs qui étaient sur lui. Mais il voulait pas qu'il joue la CAN. Il y avait ça, même il voulait pas, payer le transfert. Il aurait voulu le brader alors que il a une certaine cote quand même. Ouais. Et là, à Stuttgart, là, il est en train de faire une grosse saison et il marque pas mal de buts. Donc, non, il y a toujours eu ce manque de respect pour les équipes africaines et les joueurs africains. Zahir, par rapport même au fait que les clubs ont du mal parfois à lâcher les joueurs, enfin même si après, je suis pas partisan forcément de défendre la FIFA, mais il faut se souvenir que la Coupe du Monde au Qatar, elle s'était disputée, c'était une compète de la FIFA, et les matchs, la semaine d'avant, il y avait eu des matchs, je me souviens d'un PSG Auxerre au Parc, une semaine avant l'entrée le début de la Coupe du Monde, tu vois, une semaine, 10 jours avant. Donc franchement, quand c'est au milieu de la saison, c'est compliqué d'avoir vraiment de les libérer longtemps avant. Les clubs font pression parce que c'est les employeurs, ceux qui payent. Voilà, je vais me faire un peu l'avocat du diable, ça m'embête. Mais tu peux faire abstraction pour un match, tu vois, tu sais que c'est tu regardes Hakimi, c'est le rêve de sa vie, tu vois, et une semaine, moi je trouve que c'est pas suffisant. Au moins qu'ils aient au moins 10-15 jours. Mais après, au-delà de ça, le respect, je pense qu'il y a un manque de considération de la CAF. Ça reste de la CAF. Ça reste parce que là, on a vu les chiffres tout à l'heure, au niveau téléspectateurs, diffusion, les droits TV, les sponsors, les partenaires, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Mais on a l'impression quand même toujours que c'est une compétition, encore plus quand elle tombe au mois de décembre, en plein milieu de la saison, qui est encore un petit peu... Même si là, son positionnement est pas trop mauvais, moi je trouve. C'est la trêve. Oui, ça va. Au début janvier, il se passe pas grand chose, donc t'as déjà 15-20 jours où tu loupes peu de matchs. Je voyais que si le Maroc allait en finale, Hakimi, il louperait que 2 matchs du PSG vraiment importants, tu vois, donc c'est pas énorme. Après, messieurs, moi je suis d'accord avec ça, mais souvent quand on pose la question et quand on pense aux joueurs comme ça africains, on a tendance à penser aux grosses équipes. Là, notamment, on cite Hakimi pour le PSG, on pourrait citer d'autres joueurs, Mohamed Salah pour Liverpool ou ça, mais généralement, ces équipes-là sont plus ou moins armées pour avoir un numéro 2, voire un numéro 3. Moi, je pense plutôt aux équipes qui jouent le maintien, aux équipes qui sont en train de compter les points, c'est surtout ça, qui ont généralement une grosse armada africaine dans leur effectif, et qui se retrouvent affaiblis et qui n'ont pas forcément sur le banc des numéros 2 capables de... Ça s'entend. Je crois il y a une année, c'était Saint-Etienne, il y avait 7 joueurs. Ouais. 8 ou 9 joueurs. Ouais. C'était 8-9 joueurs. Mais on est d'accord que quand t'es recruteur, t'es président ou directeur sportif, tu sais qui tu recrutes. Tu sais que c'est important pour les joueurs africains de faire la Coupe d'Afrique. Et encore à l'époque, je crois que même à l'époque, ils interdisaient aux joueurs d'y aller. Oui, bon, pour ça, tu vois, ça existe encore. Ça existe encore, oui. Tu vois. Après, on a eu des blessures diplomatiques. Enfin, on a eu pas mal de choses. Après, la FIFA essaye de mettre en place des choses, notamment l'obligation de lâcher les joueurs. Les joueurs doivent pointer le truc médical de la Fédé pour constater les blessures, tout ça. Mais c'est vrai que la question se pose, et on vous la pose aussi à vous. Est-ce que, au final, cette CAN, aussi belle qu'elle soit, aussi belle qu'elle a pu être sur les éditions précédentes, est-ce qu'elle n'est pas toujours un peu vue comme une compétition un peu mineure? Et c'est ça un peu le mal de cette compétition, c'est que on a l'impression que certaines personnes la voient un peu encore comme une compétition mineure qui n'a rien à faire là. Et au final, pour les joueurs, c'est souvent, là, tu l'as bien rappelé, la compétition peut-être de leur carrière, notamment les joueurs qui n'ont pas la chance d'évoluer dans les plus grosses équipes européennes, qui font pas de compétition européenne. Voilà. Messieurs, merci à vous beaucoup. Younes, ça a été un plaisir. Est-ce que un point sur ton actualité, je sais que tu pars toi dès samedi. Je pars là dès samedi pour couvrir toute la CAN pendant un mois au Maroc. Magnifique, quel chanceux. Ouais, sur tes réseaux du coup. Ouais, sur mes réseaux, avec des médias marocains, sponsors français, content. Écoute, magnifique, on restera en contact, tu nous donneras des
bien fraîche. J'espère que ça va venir bosser ici, Younes. Ouais, comment? Vu comment tu regardes les matchs, tu connais tout Avec le grand joueur, plaisir. On peut, grand plaisir. Grand plaisir. En plus, quand j'étais plus jeune, je le lisais beaucoup. Je l'achetais je crois que c'était quoi, tous les mois. Tous les mois. Toujours, voilà, tous les mois. Ah ouais, tous les mois, je l'achetais une fois par Avec mois. le petit poster qui va bien. Bah oui. Qu'on met dans la chambre. Hein, on a tous eu notre petit poster mondial. Combien d'années? Ça fait combien d'années? 50 ans. C'est les 50 ans 2026. C'est comme la victoire du Maroc, 76. Voilà. T'as vu, mauvais souvenir. T'as vu? Voilà. Non, mais là, mauvais souvenir. Bon souvenir. Mon père, il avait 8 ans quand on a gagné la CAN. Un demi-siècle. En tout cas, messieurs Zahir, merci beaucoup. Merci Zahir. Merci à vous de nous suivre, likez, partagez, laissez vos commentaires. On essaiera de tous les lire et y répondre. Posez vos questions. Posez vos questions. On essaiera de répondre à vos questions et d'écouter bien évidemment vos suggestions pour les éditions qui vont suivre. On vous souhaite une agréable semaine, surtout une très très bonne CAN. On se réserve le droit, Zahir, potentiellement d'avoir des petits lives. Peut-être des petits lives pendant cette CAN. Absolument. Peut-être même avec Younes et d'autres. Donc voilà. Suivez-nous sur les réseaux, procurez-vous les magazines 11 Mondial et on vous dit à très vite. Salut. Merci.